Bonsoir et bienvenue au Centre de l'Universalité pour cette conférence en compagnie de Daniel Kemp, en compagnie de vous autres aussi. Comme il y a toujours de nouveaux visages suite aux émissions de Roger Drolette, des gens qui arrivent ici pour la première fois, je vous explique un petit peu comment ça se passe. La conférence se déroule en deux parties d'une heure. Les cassettes des enregistrements de ces deux parties-là sont disponibles dès que la partie est terminée. Il y a une pause entre les deux parties de 20-25 minutes. Et également qu'à l'achat du billet pour la prochaine conférence de Daniel Kemp, si vous l'achetez ce soir, vous pouvez avoir gratuitement la première partie, l'enregistrement de la première partie, avec l'achat de votre billet pour la semaine prochaine. La prochaine conférence de Daniel, c'est qu'est-ce qu'un être conséquentiel? Qu'est-ce qu'un être conséquentiel? Ça, c'est vendredi prochain. Il y a également le séminaire que donnera Daniel Kemp sur l'organisation du succès. Ce séminaire a lieu le 12, 13 et 14 mai prochain il me semble que c'est 14h30 à 22h, mais vous rectifierez s'il le faut auprès de Mario Gosselin. C'est peut-être 19h30, je sais pas. On me dit ici qu'il ne reste plus beaucoup de place, alors donc je conseille pour les intéressés de voir au plus vite Mario Gosselin pour ces gens-là qui veulent s'inscrire au séminaire sur l'organisation du succès donné par Daniel Kemp. Il y a également le symposium qui s'en vient, comme à toutes les fins de mois, le dernier dimanche de chaque mois, un symposium sur la conscience supramentale. C'est le 27 avril prochain, en compagnie du docteur Roland Lauzon, Richard Stevenson, docteur Normand Taillefer et Daniel Kemp. Alors, ce soir, il est question d'être sérieux ou de ne pas être sérieux. La vie est-elle sérieuse? Faut-il la prendre au sérieux ou non, etc. Pour moi, c'est un sujet qui me semble être assez difficile à développer en conférence. C'est pour ça qu'on laisse ce travail, on le laisse à Daniel Kemp. Évidemment, pour moi, je suis partisan. Il faut qu'il y ait un pour et un contre dans un interview. Moi, je suis partisan de la vie prise au sérieux. Je vous explique pourquoi. Mon rêve à moi, depuis toujours, c'est d'être pape. Vous voyez que j'ai du chemin à faire pour pas me prendre au sérieux. Mon rêve, ce serait d'avoir une carte d'affaires, de pouvoir vous la donner quand je vous rencontre avec François Payotte, pape de succès. Je trouve que ça installe tout de suite un crédit, le sérieux, dans la vie. C'est vrai. Si c'était François Payotte, pape, il y aurait plus de crédit qu'il n'en a actuellement. Alors, je verrais bien ça sur ma carte d'affaires. Pape, consultation sur rendez-vous de 13h à 20h, 35 $ la première demi-heure, 50 la deuxième, oui. Infaillibilité garantie ou argent remis, oui. Ça passe bien, ça. Alors moi, ce serait le sommet de la hiérarchie dans le sérieux que je vise. Alors maintenant, pour amener des arguments contraires, on accueille Daniel Kemp. Je veux dire, pas être pape tout de suite, mais il y a des grades dans la hiérarchie. Je me contenterai de sous-pape en attendant. Ou papillon. Mais même l'orthodoxie m'intéresse. Être pop plutôt que pape, ça m'intéresserait aussi. Être un pop au mental froid, la popsicle, ou un pop avec des yeux Popeye, tu sais. Ça veut dire que si tu t'intéresses aux soupapes, tu pourrais faire comme les mécaniciens puis triper sur différentiel. C'est ça que je fais d'ailleurs. Ça, c'est pas ceux qui croient au royaume des cieux. Cela est aussi subtil. Les essieux d'auto, mais bon. Alors Daniel, t'es là pour défendre. Non. T'es pas là pour défendre. T'es pas là pour accuser non plus. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, dans une vie qui est empreinte de violence, avec un équilibre de la terreur au niveau des armements atomiques, avec un Reagan et un Gorbatchev qui jouent au poker nucléaire, avec cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, là, comment est-ce qu'on peut réussir à traverser une fin de cycle, un Kali Yuga, un âge noir comme le nôtre, sans être impliqué au niveau des angoisses existentielles que ça suscite autour de nous? La fin du monde, pour toi, qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Une troisième guerre mondiale, les prophéties apocalyptiques, tout ça. Comment est-ce que tu fais pour traverser ça sans en être atteint? Bon. Ce que tu as énuméré ne me concerne absolument pas, alors ce qui fait que je ne peux pas être atteint pour la simple raison que ça ne me regarde pas du tout. Ça regarde par contre beaucoup d'humains, pas tous, beaucoup, qui se prennent au sérieux. Tu aimerais être pape.
Et une fois pape, tu aurais de l'autorité ou du crédit. Mais si tout le monde est pape, est-ce que tout le monde a le même crédit que toi? Ah ben non, effectivement, non. Donc, pour avoir du crédit, il faut que tu sois différent. Et différent dans un sens inabordable pour les autres, apparemment. Et là, tu as du crédit et de l'autorité. Cela veut dire que pour être dans le cas d'une personne qui... Parce que ce que tu dis peut être le fait d'un être qui se prend au sérieux ou d'un être qui voit aussi la conséquence de la manipulation des formes. Mais supposons que je vois aucune conséquence de la Donc, manipulation tu es des formes. quelqu'un qui se prend au sérieux et qui aimerait être encore plus sérieux. Avec le chapeau, puis la crosse, puis tout ça. Là. Ça veut dire ça que tu dois être différent. Mais la majorité des êtres humains aimeraient avoir l'autorité du pape. Par contre, ils veulent être normal. Le pape est anormal. S'il serait normal, il serait dans le peuple. Et un autre anormal deviendrait pape. Alors, ça crée déjà un dilemme chez l'être sérieux qui se prend au sérieux, parce que la première chose qu'il demande, c'est « suis-je normal ?» Et deuxièmement, j'aimerais être différent pour avoir de l'autorité, pour être meilleur, pour être... Bon, tu peux pas être meilleur en étant comme tout le monde. Faut que tu sois différent. Tu veux être supérieur. L'inférieur est aussi différent. Mais la majorité d'entre les humains veulent être normal. Ils veulent être normal parce qu'ils demandent continuellement « Oui, mais est-ce que c'est normal si j'agis comme ça? » Ou encore, ils vont essayer de réprimander quelqu'un « C'est pas normal ce que tu fais là. » Donc, on essaie toujours d'être ramené à la normalité et de ramener les autres à la normalité, sachant inconsciemment que chaque être humain veut être normal. Et ça, c'est le problème de la conscience collective. L'être humain veut être collectif, c'est-à-dire qu'il veut être comme tout le monde. C'est pourquoi la mode prend bien, n'importe quelle mode. Lorsque la mode devient intelligente, tu peux embarquer. Lorsque la mode devient stupide, tu continues à embarquer. Non, tu te prends au sérieux et tu as tellement besoin de cacher ce que tu es que tu veux être comme tout le monde. Si tout le monde porte le même chapeau, même si le chapeau est laid, tout le monde est beau. C'est-à-dire que personne ne va juger autrui. Tu peux pas dire, regarde son chapeau, comment il est laid. T'as le même chapeau sur la tête. Et c'est pourquoi on crée une collectivité. C'est pourquoi on dynamise la conscience collective, la conscience qui apparemment égalise tout le monde, justement pour que chaque individu se sente libre dans un plan collectif parce qu'il n'est pas capable d'assumer ce qu'il est. Et si à l'instant où il décide, lui, de ne pas porter le chapeau parce que ça ne lui va pas, donc il s'assume, tout le monde le regarde. Mais pour ne pas traumatiser celui qui reste collectif et qui regarde celui qui commence à se libérer, alors on lui dit « c'est pas normal, ça. Tu devrais faire comme tout le monde. Il y a l'autre qui se prend pour un autre. » Puis on essaie de s'arranger pour qu'il redevienne normal. Parce que non seulement l'être humain, en général, ne veut pas être anormal, mais il ne veut pas non plus qu'un autre soit anormal. Alors si lui se contente de s'aplatir pour rester dans la collectivité, il va tout faire aussi pour aplatir un autre qui veut pousser. Si tout le monde est pape, toi tu veux plus être pape. Mais si personne n'est pape, toi tu veux être pape. Toi tu veux être différent. Mais si tu te prends relativement bien au sérieux, tu ne pourras pas jamais devenir pape. Pour la simple raison que le moindrement... Parce que si tu es pape, cela veut dire que tu acceptes que la majorité d'entre les humains te vénère, te donne une autorité, mais pas l'autorité que tu veux, l'autorité qu'eux pensent devoir donner à un pape. Donc, on peut dire de toi plusieurs choses, comme on en dit d'ailleurs sur le pape. Cela veut dire que tu ne seras jamais pape si tu as peur d'être rapproché à quelque chose. Parce que tu veux ne pas sortir. Je te donne un exemple. Pour m'interviewer, tu dois mettre un ruban rouge. Tu ne veux pas mettre de ruban rouge, tu ne veux pas être associé à quelque chose, alors tu ne seras jamais pape. Tu ne peux pas être pape, parce que pour être pape, c'est sûr, tu aurais une autorité fracassante. Mais les archevêques existent. Et pour avoir l'autorité du pape, il faudra que tu sois pape. Il faudra pas que tu dises, je suis pape, mais je mets un veston, puis je fais du jogging, et puis je me promène dans un camp de nudistes. Non, il faudra que tu sois pape comme le peuple veut que le pape soit. Et pour devenir le pape comme l'homme, la femme, l'humain veut que le pape soit, faudra que tu ne te prennes pas au sérieux ou que tu sois totalement manipulé par la collectivité, un ou l'autre. Ou tu vois l'intelligence du jeu pour aller chercher l'autorité si c'est l'autorité que tu veux, ou bien tu es manipulé parce que ce que tu veux, c'est que tout le monde te vénère. Pour que le monde te vénère, faudra que tu t'habilles comme ils veulent pour te reconnaître, pape. Faudra que tu parles comme ils veulent pour qu'ils te reconnaissent, pape. Parce que si toi tu arrives comme toi, ou si tu veux être normal, tu ne peux pas. Tu veux le chapeau, tu veux la crosse, tu veux tout le tralala, il faut que tu te promènes sur la rue Sainte-Catherine avec ça.
Si tu peux le faire, tu as des chances d'être pape ou d'être enfermé, un ou l'autre, dépendant d'où tu vas te promener. À Rome, ça peut aller s'il n'y a pas de pape. Alors, il faut bien comprendre que même celui, et ça c'est le piège de se prendre au sérieux, parce que même celui ou celle qui, à un moment donné, veut arriver quelque part, elle a tous les mécanismes chez elle qui la poussent à vouloir arriver là et qui vont tout faire pour qu'elle n'arrive jamais là. C'est justement là où sont toutes mes angoisses et celles de la société. Je prends un exemple qui est poussé à l'extrême, mais on pourrait le ramener au niveau, par exemple, au niveau du travail. Le fait d'avoir un poste important dans une entreprise, de ne pas être toute sa vie un subalterne. Par exemple, à ce moment-là, je vise le siège du patron. Et mes angoisses sont les mêmes, elles continuent là aussi. C'est le même phénomène. Tu veux être le patron sans faire ce que le patron fait, tu ne peux pas être le patron. Si tu veux avoir un poste supérieur, automatiquement, tu seras traité de chien. Par la majorité dépendant des entreprises. Tu seras traité de n'importe quoi. Le syndicat va t'haïr. Tes anciens compagnons qui restent en bas risquent de vouloir t'acheter parce que, bon, c'est maintenant mon chum est patron. Toi, il faudra que tu dises, ben non, là, je peux pas. Là, ils vont dire, ah, t'es comme les autres, hein. C'est ça. Du moment que tu as eu un poste, t'as changé. Tu parlais contre les chefs, tu parlais contre les dirigeants. Maintenant, quand tu es nommé dirigeant, t'es comme eux autres. Alors, automatiquement, si tu te prends au sérieux, tu vas accepter les pots de vin, tu vas essayer puis en fin de compte, tu vas encore mettre le bordel. Être responsable, cela veut dire être capable de répondre. C'est pas une insulte, t'es pas responsable. On s'en sert comme insulte, nous autres, mais ça n'a rien à voir avec le phénomène même de la responsabilité. Ne pas se prendre au sérieux, pour la majorité d'entre les êtres anciens, cela veut dire ne plus rien faire sérieusement. Ne pas se prendre au sérieux, pour la majorité de l'humain, cela veut dire ne plus être sérieux. Cela veut dire ne plus défendre son point de vue, se laisser piler sur les pieds, se foutre de soi. Se foutre, c'est ça, de soi. Pour la majorité des humains, ne pas se prendre au sérieux, ça veut dire ça. Alors l'humain va dire, oui, mais un peu d'orgueil, c'est bon. Parce que tu viens pour rentrer dans un autobus, puis il y a quelqu'un qui arrive qui te pousse, ben toi tu le pousses, puis tu rentres. Tu sais, faut t'apprendre à foncer dans la vie. Faut t'apprendre à marcher dans la vie. Jusqu'à un jour où cet apprentissage t'amène même à prendre une hache pour battre un autre. Ou à prendre des armements pour attaquer autrui. Alors tu te prends au sérieux et l'être ancien croit que ne pas se prendre au sérieux veut automatiquement dire devenir minable. Tandis que l'être qui se prend au sérieux est déjà minable. Celui qui se prend au sérieux ne peut pas venir parler devant un public parce qu'il a le trac. Il est tellement orgueilleux qu'il ne pourra pas souffrir le fait de paraître manquer son coup. Alors il préfère ne pas venir. Il se prend au sérieux. Alors il est minable, il est médiocre parce que c'est facile de parler devant du monde. Tu rencontres une personne qui jase extraordinairement bien dans un salon, on est trois. Soudain, il rentre 150 personnes qui s'assoient avec. Là, ils se font dans la collectivité, puis là, il dit plus rien. Il peut plus parler. Il peut plus. Pourquoi? Parce que soudainement, il a peur de devenir anormal. C'est-à-dire de devenir peut-être ce qu'il aimerait, de devenir différent. Mais il n'accepte pas d'être différent parce qu'il a peur qu'on le critique, qu'on le juge. L'être humain conventionnel, collectif, n'étant pas capable de savoir de par lui-même si ce qu'il fait est bon, le demande à autrui. Alors automatiquement, il sait qu'autrui va lui dire s'il est correct ou non. Donc, il vit avec une peur constante d'être jugé par autrui, parce que de toute façon, il se fie au jugement d'autrui, non pas au sien. Si toi, tu t'habilles d'une façon bizarre et tu décides de t'en aller sur la rue, est-ce que tu t'habilles pour pouvoir, comme plusieurs, on parle souvent des jeunes qui, on donne l'impression de se foutre de ce qu'on pense d'eux. C'est pas vrai. Parce qu'ils se promènent habillés bizarrement, avec des sauteuses dans la tête et tout ça, pognés dans une espèce de gelée, simplement pour pouvoir frustrer les autres. Eux ont besoin de voir l'être humain normal souffrir sa normalité. Alors ils vont donc affronter, ils vont défier ce qui est normal, se créant eux-mêmes une normalité, parce que le jeune qui s'habille comme ça a besoin de sa normalité, il fait partie d'une gang, d'un groupe, il fait partie de quelque chose de particulier, qui écoute une musique particulière, qui tripe sur les mêmes choses, qui va souvent se droguer. Il a aussi sa normalité, mais il essaie de créer une micro-société pour pouvoir défier la macro-société, la société conventionnelle.
Ok, donc c'est pas tellement dans l'ambition que se trouve la souffrance, c'est plutôt dans l'évaluation, la mauvaise Mhm. évaluation que l'on fait de nous-mêmes ou que l'on accepte des autres. Donc on devrait d'abord apprendre à connaître notre véritable valeur. Oui, C'est là exactement. où elle est la souffrance, c'est ça Mais, qu'on connaît pas. mais c'est là le problème aussi. Comment connaître notre véritable valeur sans demander le jugement d'autrui? Si quelqu'un me dit tu es bon, moi ça devrait rien me faire parce qu'il peut se tromper. Qui est-il lui pour venir me dire qui je suis moi? C'est ça le problème. S'il est tout à fait supérieur, il peut peut-être me dire qui je suis et quel est mon niveau d'efficacité, ma valeur. Mais si c'est un être humain normal, que je prends dans ma normalité, je prends un de mes amis ou je prends du monde normal. Normal, par exemple, comme moi. Alors, ce monde normal-là, est-ce qu'ils peuvent être capables de juger qui je suis? Étant donné qu'ils sont comme moi. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas du tout, sauf si je rencontre une personne normale qui souffre d'un complexe d'infériorité, il va dire « Ah, toi, t'es merveilleux ». Et si je rencontre un autre qui souffre d'un complexe de supériorité, il va dire « T'es un imbécile ». Alors moi, à l'intérieur de ça, je suis quoi? Si je rencontre plus de complexés inférieurs, je me sens bien. Parce que ils me disent toutes, la majorité disent que je suis bon, puis une minorité qui disent que je suis pas bon. Alors moi, je suis bon, je le sais. Pourquoi le sais-tu? Ben, tout le monde le dit. Mais si tout le monde souffre de complexes de supériorité, alors je vais dire, moi, je suis minable. Ben, pourquoi tu dis ça? Ben, tout le monde le dit. Je le sais, tout le monde me le dit. Mais en réalité, la personne, moi, je n'ai pas changé, je reste moi. Alors comment arriver à une auto-évaluation là qui soit intègre, si c'est possible, malgré toutes les expériences qu'on a fait qui ont été des échecs ou des erreurs. Parce qu'en fait, ce qui nous infirme, là, ce qui fait qu'on n'a pas une véritable valeur de nous autres, c'est bien souvent dans le complexe de culpabilité ou d'infériorité, comme tu dis, là, à travers les erreurs et les échecs Bon. dans la vie. Ce que l'être humain doit arriver à comprendre, à percevoir, à vivre, à exprimer, sans y réfléchir, sans y penser. Parce que s'il pense, il compare, et s'il compare, il juge. Il juge autrui ou il se juge lui-même. Mais il ne pourra pas juger autrui différemment de ce qu'il est lui. Et ça, c'est très important. L'absurdité de juger autrui fait que comme tel, on ne devrait pas juger autrui. Non pas parce que moralement c'est bon, parce que c'est simplement inutile et stupide. La personne qui se critique elle-même à partir de sa pensée se juge elle-même. Et c'est aussi farfelu que de juger autrui parce qu'elle ne sait pas. L'être humain me dit souvent en séminaire, « J'aimerais savoir qui je suis » ou encore « J'aimerais être moi-même ». La personne, elle est toujours elle-même. Et ce elle-même est dans une phase d'expression qui permet la comparaison avec le concept de ce qu'elle aimerait être ou de ce qu'elle devrait être par rapport à ce qu'elle est. On est toujours soi-même. L'idée, c'est qu'on ne sait pas s'assumer. On n'est pas capable de dire, moi, je fais ceci parce que je pense que c'est correct. Non. On va automatiquement, parce que l'on se prend au sérieux, aller voir autrui et dire, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, tu crois à la réincarnation? Parce que si lui y croit, peut-être je vais y croire plus. Mais lui, en parlant avec moi, je vais aussi le dynamiser. Ce qui fait que tous les deux, si on n'y croyait pas, maintenant on y croit, c'est ce que j'appelle la conscience collective. Je ne me suis pas fait un point de vue. J'ai amalgamé différents points de vue pour que cela finisse par constituer un point de vue chez moi. On fait des sondages d'opinion. Oui. Hein? On va dire, regardez, vous allez vous reconnaître. Qui parmi vous, lorsque vous êtes 2 ou 3 assis à la table d'un restaurant, ne demandez pas à l'autre ce qu'il va prendre? Voilà. Tu fouilles dans le menu, toi, tu prends quoi? Parce que si lui prend quelque chose, ah ok, tu commandes la même chose. Mais si c'est pas, ah ben faut que tu retournes dans ton livre. Puis là, l'autre, à un moment donné, il attend que tu te décides, fait qu'il finit par changer d'idée lui aussi parce qu'il doit faire. Tu prends quoi, là? Prends-tu un dessert? Oui. Qu'est-ce que vous avez comme dessert? Quelqu'un va prendre ça, ouais? Ah ben moi aussi. C'est ça la conscience collective. Elle est simple, la conscience collective, elle est là. C'est que l'être humain est toujours au besoin d'aller chercher à l'extérieur quelque chose pour arriver à se faire une opinion. C'est pas grave.
C'est un mécanisme que vous devez conscientiser, que vous devez voir clairement. C'est pas grave, mais c'est un fait. Ce fait que l'être humain exprime le fait, tant qu'être d'un fait, compte de fait, qu'il est important, qu'il se prend au sérieux. Et cette prise au sérieux, c'est l'orgueil. C'est un peu la personnalité qu'on défend par l'orgueil. C'est un paquet de mécanismes qui font qu'inconsciemment, parce que vous savez que vous pensez de deux façons différentes. Vous avez une pensée tout à fait inconsciente et vous avez l'expression du résultat de cette inconscience pensée dans votre conscience et c'est ce que l'être humain appelle sa pensée. Plus simplement, vous êtes capable de dire 8 fois 8, 64. Mais y avez-vous pensé? Non. Vous êtes capable de dire, par exemple, quand vous communiquez avec quelqu'un, un paquet de mots, sans y penser. Vous êtes capable de prendre de l'eau. Si je lance quelque chose à François, il est capable de le prendre. Là, je change d'eau. Là, c'est plus l'eau, là. Sans y penser, parce que s'il pense, il va recevoir ce que je lui lance sur le nez. On a deux formes de pensée. Une pensée inconsciente, plus ça ce que vous voudrez, et une pensée consciente, celle que l'on peut mémoriser lucidement. Cela veut dire que l'être humain inconsciemment vit des mécanismes qui lui échappent. Parce qu'ils ne sont pas mémorisables, donc ils ne peuvent pas servir de point de référence dans son évolution ou dans son amélioration. Et il y a une pensée consciente qui, elle seule, chez l'être humain qui s'auto-juge ou qui juge autrui, sert de point de référence. C'est là le problème. Alors la personne, elle va dire, elle est crispée, et on lui dit, tu es nerveux, et elle s'observe, elle observe sa pensée consciente, et elle dit, non, je suis pas nerveux, moi, non. Non, je sais pas, qu'est-ce qui te fait dire ça, je me sens bien. Mais il y a une pensée inconsciente qui la crispe. Regardons ceci. L'être humain qui demande à autrui, qu'est-ce qu'il fait? Inconsciemment, il se prend suffisamment au sérieux qu'il ne veut pas perdre d'énergie à devoir se défendre. Parce que chaque fois qu'on parle, qu'on agresse l'ego, la personnalité, ou quel que soit quelque chose dans lequel l'être humain s'identifie, sa maison, son auto, sa femme, son mari, ses enfants, son métier, sa profession. Si je dis à un moment donné que les pompiers sont tous des bons, alors s'il y a un pompier dans la salle, d'ailleurs il y en a un, il va prendre le feu. Hein? Bon. Pourquoi? Parce que s'il s'identifie dans sa profession et que j'attaque la profession, il se sent attaqué. Parce qu'il se croit important, c'est-à-dire que dans sa pensée consciente, tout ce qui est véhiculé à l'intérieur est pour lui le point de référence. Et l'être humain ne veut pas qu'on agresse son point de référence parce qu'il le croit réel. C'est-à-dire qu'il appelle ça, lui, la vérité. À l'intérieur du point inconscient, donc de la pensée inconsciente, qui donne un résultat chez l'être humain, il va y avoir ceci. Qu'est-ce que tu prends pour manger? Qu'est-ce que tu commandes? Ça veut simplement dire que l'être humain ne veut pas risquer d'être autocritiqué par l'autre. Moi, je vais prendre une pizza. Encore de la pizza? Tu manges avec ça? Pas compliqué, qu'est-ce que tu prends? Comme ça, il ne pourra pas dire, tu sais. Bon. Ce ne sont que des mécanismes comme ça. Pour qui tu votes? Pourquoi tu veux savoir ça? Ben parce que si tu n'es pas dans le bon sens, moi, je pense que j'ai raison. Fait que pour être sûr que j'ai raison, il faut que je te convainque. Parce que si j'arrive à te convaincre, ben moi, j'ai l'impression que je suis correct. Si par contre, tu penses différemment, ben si je suis pas encore sûr, j'aimerais peut-être voir si tu peux me faire changer d'idée. Ça, on peut discuter. On peut se discuter. Dans la discussion entre deux êtres humains, jaillit non pas la lumière, mais jaillit l'aplatissage de la conscience de chacun pour naître en conscience collective. L'être humain qui se prend au sérieux est un être humain qui se bafoue. C'est un être humain qui n'est pas capable de rencontrer son patron parce qu'il ne veut pas souffrir le fait que peut-être il n'arrivera pas à être à la hauteur de son patron. Certains autres êtres humains veulent absolument rencontrer leur patron parce qu'ils ont de très gros poings, de très gros muscles. Ils veulent étamper le patron. Bon. Avoir raison. Qu'est-ce que c'est avoir raison? C'est de pouvoir se prouver que notre conscience, celle dans laquelle on réfléchit, celle qu'on a en mémoire, elle est correcte. Mais on ne veut pas se risquer à avoir tort. Et c'est pourquoi l'être humain demande à autrui toujours l'opinion d'un autre. C'est pourquoi l'être humain ne veut pas parler devant les autres. C'est pourquoi l'être humain a le trac. C'est pourquoi l'être humain ne veut pas chanter. Si je demande à quelqu'un ici de se lever, de nous chanter une chanson, sauf si c'est un chanteur, il n'y aura pas beaucoup de volontaires ou de volonteuses.
Pourquoi? Parce qu'elle sait très bien qu'elle chante mal. On lui a dit suffisamment pour qu'elle le sache. C'est-à-dire qu'elle a appris qu'elle chantait mal, parce qu'elle ne le savait pas. À partir d'elle-même, elle chantait lorsqu'elle était jeune, et elle aimait s'entendre chanter, parce qu'elle chantait pour émettre une vibration à l'extérieur d'elle. Et à un moment donné, d'autres personnes lui ont dit qu'elle chantait mal. Ne pas se prendre au sérieux implique le fait de ne plus être associé à une conscience collective. Cela implique le fait qu'on est capable de voir l'intelligence de ce que l'on fait. Pour l'être transitif ou pour l'être nouveau, ne pas se prendre au sérieux implique le fait d'être capable de vivre sérieusement. Mais pour l'être ancien, ça ne peut pas être compris. Vivre sérieusement, c'est automatiquement se prendre au sérieux. Et ne pas se prendre au sérieux veut dire ne plus apposer de sérieux sur rien pour l'être ancien. Et c'est ça le problème, c'est que vous devez arriver à comprendre, à voir, à percevoir, à vibrer la différence. Moi, je ne me prends pas au sérieux, mais ce que je fais, je le fais sérieusement. Sauf que je le fais sérieusement parce que je vois que cela doit être fait, et non pas parce que je pense que c'est correct que je le fasse. Là, il y a nuance. Je commence quelque chose et quelqu'un me montre que ce n'est pas ce que je dois faire, je ne m'astine pas. Je ne me prends pas au sérieux, je n'ai pas besoin d'avoir raison. Je ne me dis pas, dans la pensée inconsciente, l'être humain se dit, important comme je suis, parfait comme je suis, ce que je viens de dire ou ce que j'ai commencé à faire, je dois le faire. Je dois prouver aux autres que j'ai raison. Lorsque l'être humain souffre et prie son Dieu, il se prend au sérieux. Parce qu'il dit à son Dieu ce que ce Dieu doit faire pour lui, étant donné que Dieu n'est pas capable de voir suffisamment clair ce que l'être humain a besoin, parce que l'être humain le voit beaucoup mieux que son Dieu. Alors il s'agenouille, ou il s'aplatit, ou il allume des cierges, je ne sais quoi. Et là, il dit à son Dieu, il implore son Dieu, d'une façon apprise, collective, ou d'une façon, disons, improvisée. Mais qu'est-ce qu'il dit? Important comme je suis. Oh, c'est dans son inconscient qu'il dit cela. Mais c'est ça qui donne, dans sa pensée consciente, le résultat. Important comme je suis, je ne devrais pas souffrir. Important comme je suis, mes récoltes ne devraient pas se perdre. Important comme je suis, cette jolie fille devrait tomber en amour avec moi. Ou mon voisin devrait tout perdre, ou mon syndicat devrait gagner, ou etc. Le boxeur qui fait sa prière avant d'aller taper l'autre. Ou encore le joueur de baseball qui fait sa prière avant d'aller au bâton. S'ils sont 3 dans l'équipe à le faire, il y en a toujours 3 ou 4 dans l'autre équipe qui font la même chose. Dieu va prendre pour qui? Mais chacun se prend tellement au sérieux que moi j'ai prié, puis inconsciemment, j'ai plus de poids chez Dieu. Alors moi, je vais gagner. Les Allemands priaient et les Juifs priaient, et les Français priaient et les Américains priaient, et tout le monde priait que les autres qui priaient aussi se fassent démolir. Ah, c'est ça se prendre au sérieux. C'est de penser que tout le cadre dans lequel on évolue se doit de changer pour nous laisser passer. C'est ça, se prendre au sérieux. Ça veut dire que lorsqu'une personne meurt et que vous pleurez, vous vous prenez au sérieux. Eh oui. Vous calculez inconsciemment que cette personne ne devrait pas être morte. Pas pour elle, pour vous. C'est vous qui souffrez, c'est pas elle. Quel que soit ce qui arrive dans la vie, chaque fois que vous réagissez émotivement, vous vous prenez au sérieux. Vous ne vous prenez pas en main. Vous vous prenez au sérieux. Faire sa vie sérieusement, cela veut dire ceci. Lorsqu'un premier ministre ou lorsqu'un député, par exemple, disons une personne qui veut devenir premier ministre, se dit « Je vois l'intelligence de l'antipollution. Je vois l'intelligence de l'instruction pour que l'être humain cesse d'être malade. Après, on coupera. On ne peut pas couper avant puis pas instruire, ça n'a aucun sens. Je vois l'intelligence de l'éducation fonctionnelle chez les enfants. Non pas leur montrer que pour ce qu'ils vont avoir besoin dans 15 ans, mais leur en montrer aussi pour ce qu'ils ont besoin immédiatement. Je vois l'intelligence de la richesse dans le peuple. Je vois l'intelligence de plusieurs choses, alors je décide de constituer un parti politique et de m'en aller en élection.
La première année, je ramasse 1% des votes. Qu'est-ce que ça me fait? J'en ris. Je m'en fous. C'est prévu, c'est évident. On ne peut pas demander au monde, bon, si la personne ne se prend pas au sérieux, elle pourra passer 50 ans à travailler dans l'élection, au niveau de partis politiques, en politique, et jamais elle n'aura d'ulcère d'estomac. Jamais elle n'aura de problème cardiaque. Jamais elle n'aura de problème parce qu'elle s'en foutra de toute façon. Ce pourquoi elle travaille, c'est pour le résultat intelligent à l'extérieur, mais non pas pour le résultat chez elle. Elle ne veut pas avoir l'impression d'avoir réussi. Ce qu'elle entreprend est intelligent, doit être fait. Si ce n'est pas elle qui le fait parce qu'elle meurt d'un accident d'auto, c'est pas plus grave que ça. Ce qui doit être fait doit être fait. Ça ne doit pas être fait par un tel ou un tel. Ça doit être fait. Mais c'est des guerres d'ego qui vont nous être présentées au niveau de l'électorat, au niveau de n'importe quel genre de profession. Un jour, je rencontrais un professeur, d'ailleurs non, plusieurs professeurs, qui m'expliquaient que telle personne, que tel enfant, tel jeune était très intelligent. Trop. Et très arrogant. Alors, on pensait l'expulser de l'école. Alors, moi, j'ai dit au professeur, vous allez régler votre problème, mais pas le sien. Ah oui, les professeurs se prennent au sérieux. Ils sont là pour éduquer. Puis quand ils ne sont pas capables, prennent l'élève poubelle. Comme ça, parce qu'ils ne sont pas pour admettre que... Non, l'élève n'est pas correct. Il est débile, il est trop intelligent, il est mal élevé, c'est quelque chose. Mais c'est pas eux. Alors, on expulse. On règle le problème des professeurs, mais on ne règle pas le problème de l'élève. L'être humain se prenant suffisamment au sérieux, il est toujours en train de dire que c'est la faute d'autrui, ou c'est la faute de tel outil, ou c'est la faute de la société, ou c'est la faute de tel système, ou de telle loi, ou de ceci ou de cela. Ou bien, inintelligemment, il dit « c'est ma faute ». Regardez le dilemme. Si je dis c'est de ta faute, ça peut être de ta faute. Et si je le dis parce que je le sais, et si je ne me prends pas au sérieux, je peux dire c'est de ta faute. Et si toi tu dis, ben voyons donc, puis tu veux argumenter, alors je dis, tu as peut-être raison, c'est peut-être pas de ta faute. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien d'argumenter avec une personne qui ne comprendra pas. Mais si je me prends au sérieux, j'ai dit que c'était de ta faute, puis j'ai raison. Alors si elle argumente, je vais argumenter. Même si elle ne veut pas comprendre, même si elle ne peut pas comprendre. Même si j'ai raison. Parce que c'est pas, on n'argumente pas quand on a raison, on argumente quand on a une guerre d'ego, quand on a l'impression que nous, on a raison. Même si c'est inintelligent d'argumenter, on argumente quand même. C'est là le problème, et là, l'homme se prend au sérieux, la femme se prend au sérieux. Tandis qu'on a encore le même dilemme. C'est ma faute. Ça peut être dit d'une façon ancienne, d'une façon émotive. Un être humain qui se prend au sérieux, qui dit c'est sa faute, c'est l'être humain qui se culpabilise. Parce qu'il ne verra pas, c'est ma faute. Effectivement, j'ai mal agi. L'être nouveau qui dit c'est ma faute va dire c'est ma faute. Parce qu'il va voir de quelle façon il a mal agi. Il ne se culpabilise pas. Il transforme et il applique nouvellement. Ou la prochaine fois, il va appliquer différemment. À l'instant où il a vu que lui était l'outil de désharmonie, c'est réglé. C'est oublié, on continue. Tandis que chez l'être ancien, lorsqu'il a vu qu'il était l'outil de désharmonie, ou lorsqu'on lui a fait croire, ça le hante. Il souffre du culte de l'erreur. Se prendre au sérieux, c'est refuser l'erreur parce qu'on en a peur. Pourquoi on a peur de l'erreur? Parce qu'on est trop important pour entacher la réputation que nous avons, nous, face à nous. C'est pour ça qu'on a peur de l'erreur. Ne pas se prendre au sérieux, présentement, je suis en avant. J'ai déjà fait des conférences avec 2 personnes dans la salle. Et ça n'a rien changé. Parce que je ne faisais pas la conférence pour moi au niveau énergétique, je la faisais pour le monde dans la salle. 2 personnes, ça ne change rien. Au niveau émotif, je m'en fous. J'ai fait des conférences avec des salles pleines, de grandes salles, et ça ne me faisait rien de plus.
J'ai même fait des conférences où j'actais. Je faisais le pitre. Et la majorité de la salle s'apprêtait à partir, que je continuais à faire le pitre. J'étais apparu devant le public avec une pile de feuilles. J'avais commencé à lire ma pile de feuilles. Et là, quand le monde a vu que, oh non, c'est pas vrai, tu te rappelles? Et puis là, je lisais mal, le micro fonctionnait pas, on m'entendait pas. Alors, je plaçais le micro, je recommençais du début. Alors, ça devenait plate. Et là, ça ne marchait pas encore. Le micro n'entendait des bruits dans les haut-parleurs. Alors, je plaçais encore, je recommençais encore du début qu'une voix hyper plate. Et à un moment donné, je fouille à terre, je connecte le micro. Et là, je tape, ça marche. Un paquet de conneries. Ça a été génial. Je voulais frustrer l'auditoire pour que l'auditoire, parce que mon sujet cette soirée-là était la réalité de l'illusion. Et je voulais prouver à l'auditoire qu'ils étaient tous manipulables d'une façon incroyable. Alors, lorsqu'ils étaient tous prêts à me tirer leur chaise, j'ai dit, bon, maintenant la conférence commence. Et j'ai cessé mes pitreries, et j'ai mis mes papiers de côté, et j'ai commencé à expliquer. Et ma femme m'a dit par la suite qu'une personne avait été la voir à la fin de la conférence et elle avait dit que c'était bon en maudit. Dommage qu'au début, il y a eu tant de problèmes. Eh oui. Vu qu'on avait applaudi à la fin, cette personne qui n'avait sans doute rien compris se devait d'avoir trouvé ça bon. Parce que tout le monde avait trouvé ça bon. n'avait rien compris pareil. Ça veut dire que si on souffre dans notre sérieux, c'est parce qu'on n'est pas libre, on n'est pas dégagé dans notre esprit quelque part. On a déjà des préjugés ou un conditionnement ou des idées préconçues de tout ce qu'on rencontre dans les rapports humains, les relations, tout ça. On est collectif. Regardez ceci. Si vous êtes individuel dans votre conscience, c'est-à-dire que si tout ce qui est élaboré chez vous n'est pas entaché de ce qui est élaboré chez les autres, ça peut être entaché de ce qui se vit à l'extérieur, mais pas de ce qui se penche chez autrui au niveau d'opinion, au niveau de cette conscience. L'être humain normal va dire, ben oui, mais crime, pour te faire une opinion, c'est normal que tu aies demandé l'opinion des autres. T'es bonne la vue à soir, hein? Ouais, t'es bonne. Oh non, j'ai pas aimé ça. T'as pas aimé ça? Oh non, il y avait ça. Ouais, c'est vrai, hein? Puis c'était con, hein? Tu sors avec quelqu'un, si t'as pas aimé ça, tu peux facilement éprouver, va être d'accord avec toi. Puis si t'as aimé ça, tu peux éprouver aussi, va être d'accord avec toi avec. Sauf si il est soit individuel, soit suffisamment orgueilleux que lui va avoir raison. S'il est individuel, il ne se prend pas au sérieux, il n'argumentera pas, il va dire « Ouais, tu as trouvé ça mauvais? » Et voulez-vous une petite différence de parole? Celui, je prends l'eau ici, et je ne me prends pas au sérieux. Je l'aime pas. Je me prends pas au sérieux. Et maintenant, regardez un être humain normal qui se prend au sérieux. Ah, l'eau est pas bonne. Il y a une différence. L'eau est pas bonne. Ça veut dire que si tu y goûtes, il faudra que tu la trouves pas bonne. Parce qu'on va s'assiner. Je prends une lasagne. Ah, c'est bien pas bonne ta lasagne. Non. Je n'aime pas ta lasagne. Je serais plus ajusté. Parce que au lieu de voir, de vivre. Un autre exemple. Je parle, François m'interrompt, puis après ça, tu m'as fait perdre ce que je voulais dire. Non, j'ai perdu ce que je voulais dire. Si je ne me prends pas au sérieux, je n'aime pas l'eau. S'il est intelligent, il ne m'astinera pas. J'ai mes papilles gustatives. Je sais si je l'aime ou non. Mais si je dis l'eau n'est pas bonne, cela implique le fait que moi, je pense que tout le monde est comme moi. Alors, si je ne l'aime pas, c'est que l'eau n'est pas bonne et vous ne l'aimerez pas non plus. C'est le problème. Comment te trouver la vue? Ah, elle est bien plate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux me faire critique d'art. Parce que ma critique, elle doit être écoutée par tout le monde. Et lorsque j'écris que tel film est plate, n'allez pas le voir. Parce que sinon, vous aimez les films plates. Cela interdit donc à l'être humain de penser de par lui-même. Et c'est ça le problème. Arriver à avoir une conscience individuelle veut dire que je ne demande plus jamais à un autre qu'il en pense pour moi me faire une opinion. Je n'ai pas besoin. Et si on me demande mon opinion,
Peut-être je la dis, peut-être je ne la dis pas. Si je la dis qu'on m'astine, je n'embarque pas dans ce jeu. Pourquoi embarquerais-je dans ce jeu? Je n'ai pas à gagner, je n'ai pas... Non, il voulait mon opinion, je lui donne. Lorsque j'étais jeune, on passe un examen en sciences religieuses et puis le professeur demande « Dites-nous ce que vous pensez de Dieu. » Alors moi, j'écris ce que je pense de Dieu et j'ai eu 0. Et là, j'ai voulu expliquer au professeur que vous n'avez pas dit « Dites-moi ce que moi je pense de Dieu. » Là, j'aurais écrit ce que vous pensez de Dieu et j'aurais eu 100 sur 100. Mais vous avez dit « Dites-moi ce que vous pensez de Dieu. » Alors j'ai 100 sur 100, c'est ça que je pense. Hein, tous les élèves doivent avoir 100 sur 100. Ils ne peuvent pas avoir 15, 25, 75, puis 0, selon ce qui se rapproche de la conscience du professeur. C'est complètement stupide. Alors, un examen comme ça, tout le monde passe. Même si tu n'écris rien. Parce que tu fais totalement ce que tu penses de Dieu, rien. Alors, tu as 100 sur 100. Mais ça, c'est l'éducation de conscience. On veut que tout le monde soit similaire, placé dans le même pot, et lorsqu'une tête sort, on coupe. Lorsqu'un pied dépasse, on remonte un peu. On n'aime pas ça, les fous. Hein? Vous n'aimez pas ça, les fous. Les arriérés, les débiles, les ceux qui sont comme... On n'aime pas ça. Pourquoi on n'aime pas ça? Parce qu'ils ne sont pas normaux. Les handicapés, pourquoi on a de la misère avec? Parce qu'ils ne sont pas normaux. Et les génies, ils ne sont pas normaux non plus. Et les papes, ils ne sont pas normaux non plus. Mais eux autres sont infaillibles, au moins. Mais on a de la difficulté avec tout ce monde parce que nous, on les juge. Parce que nous, on est convaincus que nous étant parfaits, eux nous prouvent que l'être humain peut être différent et on ne veut pas vivre, souffrir le fait qu'on peut être différent, on veut être normal. Alors l'humain a inventé le mot normal. Il a créé la normalité dans laquelle on essaie d'imbriquer tout le monde. Et on a inventé un autre mot, anormal, pour culpabiliser ceux qui n'étaient pas normaux. Alors on va dire à quelqu'un, « Hey, t'es pas normal, toi. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle devrait se brancher pour qu'on dise, « T'es normal. » La personne n'est pas normale si quoi? Si elle mange un steak pour déjeuner et qu'elle mange des œufs bacon pour souper. Elle n'est pas normale. Pourquoi n'est-elle pas normale? Parce qu'elle ne fait pas comme tout le monde. Mais si elle fait comme tout le monde est content. C'est continuellement de cette façon que l'humain évolue, et c'est pourquoi je dis que l'être humain se prend au sérieux. Est-ce qu'on peut vous insulter sans que cela vous insulte? Ou vous êtes sourd, ou vous ne vous prenez pas au sérieux. Mais l'être humain normal, non, parce qu'il se prend au sérieux. Il a besoin de se défendre. Souffrez-vous? Vous vous prenez au sérieux. C'est très subtil de voir de quelle façon on se prend au sérieux. À chaque fois que l'être humain devient impatient, c'est qu'il se prend au sérieux parce que dans son inconscience, il calcule que tout devrait fonctionner de façon à ce qu'il puisse avancer, évoluer ou travailler convenablement. Lorsque quelqu'un dit quelque chose qui ne vous plaît pas, c'est que vous vous prenez au sérieux parce que si vous pensez quelque chose, parfait comme vous l'êtes, on ne devrait jamais argumenter contre. Tout ce qui amène l'être humain à souffrir et tout ce qui le freine dans son évolution est le fait qu'il se prend au sérieux, mais qu'il ne fait rien sérieusement. Qu'est-ce que vous faites sérieusement, sauf vous prendre au sérieux? Parlons-en. Est-ce que vous vous occupez de votre santé sérieusement ou comme passe-temps? Est-ce que vous vous occupez de votre amélioration psychique, physique, vitale, astrale, mentale, supramentale, ou etc. sérieusement ou comme passe-temps? Est-ce que vous vous occupez de l'éducation des enfants sérieusement ou comme passe-temps? Les jeux, les jouets qu'on donne aux enfants, ce sont des débarrasse-moi. Et on essaie de créer des jouets qui sont de plus en plus éducatifs pour l'enfant, qui vont de plus en plus remplacer le temps des parents. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que vous lisez des livres sérieusement ou comme passe-temps pour vous distraire? Est-ce que vous étudiez sérieusement? Pas un domaine, différents domaines, de façon à être polyvalent, à être libéré?
ou si c'est encore des passe-temps. Est-ce que vous décorez votre maison sérieusement ou comme passe-temps? De temps en temps, sérieusement. De temps en temps, comme passe-temps. Votre travail, le faites-vous sérieusement? Ou encore une fois, si vous oubliez que vous vivez lorsque vous travaillez. Chaque fois qu'on sort d'une journée de travail et qu'on dit « Bon, un autre de passé, c'est un autre de moins à vivre. » Alors on ne fait rien sérieusement. Par contre, combien de temps et d'énergie appliquez-vous pour argumenter, vous défendre, discuter, convertir, convaincre? Si je dis à quelqu'un, je viens d'avoir un flash bizarre, puis j'ai l'impression que planétairement, ou quelque chose comme ça, la personne que vous ne connaissez pas dans le métro, elle va dire. Si vous lui dites, t'es bien laid, le cave. Oh, là, elle va vous parler. Oh, Christy, oui. Si vous vous tournez, elle va vous ramener. Voyez? Où est le sérieux de sa vie? Si vous dites à quelqu'un qui prend son enfant par l'oreille, qui lui rassoit dans le métro, vous devriez faire attention, à un moment donné, ça fait mal l'oreille, il y a d'autres moyens de l'asseoir. Qui elle va éduquer? Vous. Elle va vous dire que vous n'avez rien à faire, vous devriez vous mêler de vos affaires, que vous êtes mal élevé, puis etc. Puis bon. Qu'est-ce qu'elle fait sérieusement? L'éducation de son enfant? Ou la défense de sa propre personnalité, de son ego? Vous êtes dans un restaurant, vous avez le goût d'éternuer, mais pas de mouchoir, puis une napkin parce que l'autre les a toutes pris, puis elle flou! Comment vous vous sentez? Ça, c'est sérieux. Ah, ça, c'est sérieux. Vous pétez sur votre chaise, personne ne le sait. Pas grave. C'est comique. Vous pétez sur votre chaise, tout le monde le sait. Ça, c'est sérieux. Mais oui, c'est ça, se prendre au sérieux. Mais vous êtes malheureux. Vous ne pouvez pas être heureux parce que vous êtes continuellement à l'affût des jugements. Tout le temps. Tout le temps. Alors, on ne peut pas arriver à être libre, à être bien et à se dire, bon, maintenant que je me suis débarrassé de mon carcan anti-évolution, maintenant que je sais qui je suis, ben je fais. Savoir qui on est, c'est commencer par savoir qu'on est un véhicule, un être humain, donc dans un corps biologique, avec certaines formes de conscience qui peuvent partir d'une conscience vitale chez certaines personnes, conscience psychologique totale chez la majorité. Conscience spirituelle fait partie de la conscience psychologique. Conscience mentale chez d'autres, conscience supramentale ou conscience nouvelle chez quelques rares individus. Lorsqu'on est libre, cela veut dire que tout ce qui n'est pas important et tout ce qui est inutile ne vient plus prendre tout notre temps et toute notre énergie. Je peux donner des exemples pleins, mais pleins. On a besoin d'une médaille. Lorsque je faisais des compétitions de judo au Jeux du Québec, on me remettait une médaille. Et tout le monde applaudissait, c'était... Bon, et moi, j'étais content. J'étais jeune et imbécile. À un moment donné, j'ai lâché la compétition pour me lancer dans l'éducation. Parce que me battre pour un public, je trouvais ça stupide. Me battre pour une médaille, je trouvais ça encore plus stupide. Par contre, apprendre à travailler avec mon corps physique pour que celui-ci ne me nuise pas, je trouvais ça intelligent. Et instruire des jeunes, pas moralement, philosophiquement, c'était du judo, les instruire pour que leur corps physique ne leur nuise pas, je trouvais ça intelligent. Et je me prenais plus au sérieux. Je m'étais pas dit, faut que tous les jeunes que j'ai arrivent à comprendre. Non, je n'avais pas de mission. Je me prenais pas au sérieux. Celui qui est missionné se prend au sérieux. Il a maintenant décidé que les énergies intelligentes ou les extraterrestres ou les dieux, n'étant pas suffisamment capables d'aller voir rencontrer le monde, ont décidé que moi, j'étais pour y aller. Ah oui. Il se prend au sérieux parce que tu n'as qu'à lui dire que c'est un farfelu. Puis là, il t'envoie toutes les foudres de Dieu sur toi. Se prendre au sérieux, c'est la pire bêtise de l'être humain. On ne peut pas penser à vivre bien, à vivre heureux, à éduquer bien, à s'éduquer bien, à être en santé, à être quoi que ce soit. Tant que 3/4 ou beaucoup plus de nos énergies sont placées là où ce n'est pas sérieux. Est-ce que ça revient à dire, Daniel, à travers tout ça, que le problème majeur, c'est d'avoir l'impression qu'on a des comptes à rendre à la société alors qu'on n'en aurait qu'à notre
propre conscience, dans le fond, puisque tu dénonces le phénomène du jugement, de la comparaison, de la compétition, de l'identification, etc. Tous ces problèmes-là viennent justement du fait on a cette impression d'avoir des comptes à rendre à la société. Est-ce que c'est pas ça qui est à l'origine de ce problème-là, le sérieux qu'on met là-dedans? Oui, parce que l'être humain vit dans une conscience collective, parce que manipulant un, tu manipules tout le monde. Tu as été instruit et éduqué par des mécanismes sur lesquels on peut revenir, que tu devais toujours dire à l'extérieur de toi ce qui se passait chez toi de façon à ce qu'on puisse te replacer. Alors tu devais à un moment donné aller te confesser, et la confession dans les religions est une invention tout à fait géniale, tout à fait intelligente pour deux raisons, pour libérer l'humain et pour pogner l'humain. Et ce qui est intelligent, et ce n'est pas une invention de l'Église, la confession, l'Église n'a pas le privilège d'inventer la confession. C'est que l'intelligence et l'absurdité, la liberté ainsi que l'esclavage étaient mêlés ensemble dans la confession. Parce que je m'arrangeais, ou l'intelligence ou le prêtre s'arrange, ou l'Église ou la morale ou les lois s'arrangent, pour que toi tu te sentes coupable si tu fais certaines choses, et tu ne peux plus vivre avec cette culpabilité qui va te dévorer. Tu vas voir le prêtre qui, au nom de Dieu, tandis qu'un péché, ça se confesse au nom de l'homme, qui, au nom de Dieu, te pardonne, alors tu pars plus coupable. Alors tu n'as pas d'ulcère d'estomac, alors tu n'es pas malade parce que tu viens de te libérer, parce qu'on t'a autorisé à te libérer, tandis que chaque être humain doit se libérer seul, il n'y a pas besoin de le demander. Et l'autre partie, ça c'est la partie libératrice, la partie de l'esclavagisme, c'est que tu venais stouler tout ce que tu faisais. Ouais. Tu crées un lien de dépendance aussi avec... Alors, l'Église savait tout ce que chacun d'entre les humains de sa collectivité faisait et pensait. Alors, c'était donc facile à un moment donné, dans un feuillet paroissial ou de quelque autre façon, d'arriver à dynamiser une troupe, à bouger, à faire déplacer une population au niveau de ses idées, parce que connaissant tout, moi je me rappelle que ma mère, elle s'est fait sortir dehors d'une église à un moment donné, parce qu'elle avait osé avouer au prêtre qu'elle ne voulait plus d'enfants. Parce qu'elle n'avait plus l'argent pour... Alors le prêtre l'a mis dehors, elle n'est jamais revenue. Alors, si c'est un mécanisme de collectivisme, l'être humain est instruit et c'est tout à fait intelligent parce que dans l'Antiquité, l'être humain n'avait pas de faculté d'être conscient, par contre, il avait la faculté de désirer. Désirant sans conscience, il faisait ce qu'il voulait. Et ça, on est à l'époque de Cro-Magnon et même, disons, dans le temps de Moïse, ça a commencé à être un peu plus collectif. On s'est arrangé pour collectiviser l'être humain. D'ailleurs, c'est là que la religion monothéisme est apparue, pour que l'être humain se rallie sous la même bannière, le même drapeau, le même Dieu, de façon à ce qu'il cesse un perpétuel entretuement, pour rien, pour créer une société ou un cadre d'évolution de l'être humain, parce que l'être humain a une raison d'être sur la planète Terre, qui pourrait se multiplier sans continuellement se détruire. Multiplier au niveau physique, mais aussi au niveau de l'idéologie. Donc de la spiritualité. Un peu plus tard, l'être humain devient totalement collectif. Alors l'être humain a toujours l'impression qu'il doit se référer à l'extérieur pour savoir s'il agit bien, parce que c'est devenu extrêmement primordial chez lui de bien agir. Et bien agir veut dire agir en harmonie avec ce que l'on veut que tu fasses. Alors bien agir veut dire tuer l'infidèle, tu tues l'infidèle. Pour l'infidèle, bien agir veut dire rester en vie et tuer le chrétien, alors il le fait. Tous les deux agissent bien et au nom de ce bien agir, les deux s'entretuent. Alors ça va être continuellement comme ça au fur et à mesure des 2000 ans, même des 4000 ans d'histoire qui vont suivre, où l'être humain essaie de bien faire en relation avec ce que les autres vont dire. Alors on dit tu as bien fait, tu es correct, tu es bon. Alors là l'être humain est content, il a donc besoin d'être motivé par une personne qui a reçu l'autorité de motiver. Et ça devient important. Si mon copain de hockey vient me dire « t'as bien joué, ça va ». Mais si l'instructeur me dit « j'ai bien joué », c'est mauditement mieux. Mais si la foule qui a payé applaudissent et font une ovation debout, alors là, c'est impeccable. Et si un ministre vient me féliciter, alors là, je tombe dans les pommes. J'ai besoin, à un moment donné, l'être humain a besoin d'être félicité, il a besoin qu'on lui dise qu'il a bien fait, mais d'une personne qui a reçu l'autorité de bien le dire. Le lieutenant dit au caporal, c'était bon, mais le capitaine vient le voir, il félicite. Le général se déplace, alors là, t'es aux oiseaux. Là, tu penses tout de suite à devenir autre chose.
tu as besoin. L'être humain en a besoin. Ce mécanisme, il est bon parce qu'il permet à l'être humain d'agir dans le même sens, coordonné de la même façon. Cesser de pousser tout de travers. Ça crée donc des sociétés de plus en plus grosses, de plus en plus orchestrées, où on aura de moins en moins de pauvreté si elle est bien orchestrée. Mais ça n'ôtera pas la souffrance chez l'être humain. Absolument pas. Ça permet un cadre pour pouvoir appliquer une transmutation matérielle de façon à libérer, à permettre à l'être humain d'arriver un jour à se libérer des contraintes matérielles. C'est pas encore fait. Et comment est-ce qu'on peut concilier le fait d'un individu qui est en train de s'individualiser dans sa conscience, de devenir différent, pour pas dire anormal, il devient différent. Comment est-ce qu'il peut fonctionner avec la collectivité? Est-ce que c'est conciliable, ça? Si tu es un individualiste, comment peux-tu vivre dans le collectif? Bon, On a besoin du collectif. Tu vis dans la société, tu ne peux pas la rejeter. C'est officiel. Il y a une nuance qu'il faut faire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent collectivement seules et on a quelques rares personnes qui vivent individuellement dans la collectivité. Alors, il y a une grosse nuance. Si vous êtes toujours seul chez vous, vous ne sortez pas, vous rencontrez personne, vous n'allez pas au vu, vous êtes tout à fait collectif, mais vous êtes seul. Individuel de par le physique, mais collectif de par la conscience. Alors, une personne peut être individuelle de par la conscience et elle restera collectif de par le physique. Elle vivra dans une collectivité. Pourquoi? Parce qu'elle a plus de facilité. Il y a une intelligence d'être regroupée. Il y a eu une intelligence d'être collectif dans la conscience. Maintenant, il y a une intelligence visible d'être individuel dans la conscience. Présentement, vous ne devez plus faire en sorte d'être égalisé à l'évolution de la masse. Vous devez arriver à évoluer seul, plus rapidement que la masse. Mais si vous vous prenez au sérieux, vous ne pourrez pas parce que vous ne pourrez pas être différent. Tout à l'heure, on parlait du pape. Tu veux être le pape, mais tu ne veux pas t'habiller comme le pape parce que c'est gênant. Tu ne seras pas pape. La personne qui veut s'améliorer plus rapidement que la collectivité, pas que son voisin, là, se prend au sérieux. La personne qui veut simplement être libérée des freins collectifs de l'évolution ne peut pas se prendre au sérieux parce qu'elle va automatiquement être pointée du doigt. Alors, si elle ne se prend pas au sérieux, elle est libérée. François d'Assise, François qui est né à Assise, ne se prenait pas au sérieux. Mais il a agi sérieusement. C'est un exemple qui peut être connu pour certains. On peut en nommer plusieurs autres exemples de personnages qui ont agi sérieusement, mais qui ne se prenaient pas au sérieux. Et c'est très, très important de percevoir la nuance entre être capable d'agir sérieusement en étant libre de ce qu'autrui vont daigner penser. Est-ce que c'est nécessaire que mon travail soit reconnu à l'échelle canadienne pour que je me dise « ça valait la peine » ? Mais non. Il peut être tout à fait ésotérique sous la table, et s'il est intelligent, le travail se fera. Si un autre le poursuit, un autre le poursuivra. Et ça n'a aucune importance de savoir si j'ai réussi ou manqué mon coup. L'erreur, savez-vous ce que c'est? L'erreur, c'est la peine. C'est le paiement de l'être qui se prend au sérieux. Et la réussite, c'est la récompense de l'être qui se prend au sérieux. Et la personne qui ne se prend pas au sérieux ne réussit jamais. Et elle ne manque jamais. Elle ne peut pas faire d'erreur. Elle peut se rendre compte que son action a mal été coordonnée parce qu'elle n'avait pas la possibilité de comprendre comment elle devait le coordonner. L'être ancien appelle ça une erreur. Et au nom de l'erreur, il ne recommence plus. Tandis que l'être nouveau, lui, non, c'est un mécanisme. Comme lorsqu'il pleut, en pleine période de pluie, lorsqu'il pleut et qu'on est déjà inondé, c'est une erreur du ciel. Je parle des nuages. Mais les nuages s'en foutent. Et ça serait intelligent qu'il pleuve là où il y a sécheresse et qu'il fasse chaud là où il y a trop d'eau. Mais si on manque, c'est un manque, c'est une inharmonie, une inécologie. Mais on s'en fout. On essaie de pallier, on essaie de mieux faire. Alors on peut donc recommencer la même chose en essayant de l'améliorer inlassablement, erreur après erreur pour les autres, jusqu'à temps qu'on arrive à ce que les autres appellent le résultat, et nous on appelle ça un accomplissement. On s'en fout de réussir ou de manquer son coup, alors on ne souffre plus. Vous avez peur de manquer quelque chose? Si cela ne vous tient plus, si ça n'a plus aucune importance que vous le manquiez, vous allez pouvoir mettre toutes les énergies à la réussir. Mais pour pouvoir mettre les énergies à la réussir, il faudra aussi que ça n'ait plus d'importance de réussir. Parce que si c'est important de réussir, ça sera aussi important de ne pas manquer son coup. Et de l'énergie placée dans ces deux phénomènes,
émotif, il va vous en manquer peut-être pour agir convenablement. Alors, je vous invite à poser des questions sur tout ce qui peut subtilement vous donner l'impression. J'aimerais qu'on fasse un travail peut-être plus face à face. Alors, j'aimerais que vous m'expliquiez ceux qui se prennent au sérieux des phénomènes où ils pourraient peut-être penser qu'ils ne se prennent plus au sérieux. J'aimerais pouvoir parler sur ces mécanismes. Et ceux qui croient être libérés de ce mécanisme, parlez-moi sur papier. Et puis on va voir jusqu'à quel point. Daniel, j'ai encore une question. Si nos problèmes viennent du fait d'avoir l'impression d'avoir des comptes à rendre à tout le monde, à